Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré à la philosophie. Hier les lycéens d'Ile-de-France ont débuté les épreuves du bac avec la traditionnelle épreuve de philo, souvent redoutée. La philosophie, encore épreuve reine il y a quelques années, perd de sa superbe et représente surtout un véritable enjeu d'enseignement. Avec 8% seulement du coefficient total, la philo peine à embarquer les lycéens français. La faute à quoi? Comment s'adapter à la génération Z, baisse de niveau, intelligence artificielle, difficulté à manier des concepts qui peuvent parfois paraître abstraits. Bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions et on le fait évidemment avec nos invités en plateau. De la philo à la science avec un lieu dédié à la découverte, à l'apprentissage et aux expériences et un musée d'un nouveau genre immersif et interactif, Science Expérience. Ils seront nos invités tout à l'heure dans l'entretien culture de la conso et le scandale des eaux minérales en bouteille. UFC Que Choisir porte plainte pour inaction de l'État. On vous dit tout de ce problème qui est un problème sanitaire mais qui est aussi un scandale d'État. On en parle en fin d'émission. Hier, les lycéens d'Ile-de-France ont planché pendant 4 heures sur l'emblématique épreuve de philo. Qu'ils aient choisi la dissertation, véritable tradition française ou l'explication de texte, cela reste un moment redouté par les lycéens qui sont souvent démunis face à cette matière jugée abstraite. Et ça, c'est sans même évoquer le coefficient très faible de la philo et donc son très faible impact sur la moyenne générale des lycéens au bac. On va faire le point sur ce sujet qui est un vrai défi en lui-même avec James Chéron. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge des lycées. Claude Obadia, agrégé de philosophie, professeur dans le second degré. Vous êtes également professeur à Sciences Po sur le campus de Saint-Germain, auteur de Petite philosophie du grand large. C'est aux éditions Le Pommier. Et vous êtes accompagné en plateau de Bianca Palmieri, responsable développement chez Filia. Merci beaucoup d'être avec moi à table pour Bienvenue en Ile-de-France et puis pour évoquer ce sujet compliqué qu'est la philosophie. Moi déjà j'ai envie de remonter un petit peu dans le temps et de comprendre depuis quand la philosophie est enseignée aux élèves en France. Et est-ce qu'il y a déjà eu des critiques similaires à ce qu'on peut observer aujourd'hui, en tout cas des tensions sur ce sujet qu'est la philosophie? Claude Obadia peut-être. La philosophie, elle a été créée dans le prolongement en fait de la création du baccalauréat, premier grade de l'université. Donc l'enseignement philosophique, il est encore plus ou moins déterminé par les fameuses instructions de Victor Cousin. Alors vous êtes très souriante et moi je souris à votre sourire parce que en fait la perception que j'ai de ma pratique professionnelle et de la perception de la philosophie par les élèves, les étudiants de classe prépa commerciale, les étudiants de Sciences Po, c'est pas du tout une perception négative. En fait, nos élèves dans les classes de terminale, ils sont très heureux de faire de la philosophie, très heureux de poser la question du sens. Et on peut même dire que le faible coefficient afférent à la philosophie, il est en rien rédhibitoire au crédit de la philosophie pour 2 raisons. La première raison, c'est que de toute façon, il existe aujourd'hui une volonté nationale de donner le baccalauréat à tous les candidats, puisque le taux de réussite du baccalauréat en section générale, il est de 96%. Donc il n'y a aucune raison, si vous voulez, ici de faire une espèce de fixation sur... De toute façon, on veut donner l'examen au baccalauréat. La deuxième raison pour laquelle, au fond, le faible coefficient, il est intéressant, c'est qu'il permet, au fond, aux élèves de rentrer dans les classes de terminale sans être absolument obsédés par les résultats à l'épreuve de philosophie, comme c'était le cas, par exemple, dans la... Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent avec une certaine disponibilité en ayant, en fait, davantage de recul par rapport à l'exigence académique, par rapport à l'exigence institutionnelle, et ça leur permet, en fait, d'être beaucoup plus sensibles à la singularité en fait de l'exercice philosophique et du questionnement philosophique qui les intéresse au plus haut point et qui n'est pas du tout abstrait. Lorsque on se pose la question de savoir s'il y a des guerres justes, lorsqu'on se pose la question de savoir s'il suffit de satisfaire ses désirs pour être heureux, on est en plein dans le réel et on n'est absolument pas dans l'abstraction. Alors je vais vous donner raison, puisque moi c'était une de mes matières préférées au lycée. J'ai eu le prix de philosophie, monsieur, figurez-vous. Et donc j'ai adoré me prêter à cette épreuve et je comprends que certains y trouvent un intérêt très vif et soient passionnés par cette matière qu'est la philosophie. On reviendra bien sûr sur l'intérêt aussi que ça porte pour notre société et puis la nécessité de se poser les bonnes questions, d'échanger, de dialoguer, de discuter sur des concepts qui nous définissent tous. Moi j'aimerais quand même revenir sur ces élèves qui considèrent que ils ont du mal à être embarqués, qu'ils ont du mal à comprendre les concepts qu'on leur apporte, qu'ils traitent cette matière un peu par-dessus la jambe malgré tout. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi dans certains lycées, cette difficulté à appréhender la matière philosophique?
Pour l'introduction, j'aurais déjà une pensée pour les 360 000 candidats au baccalauréat dans notre région Île-de-France qui planchent sur la philosophie, sur les autres matières et qui on souhaite évidemment beaucoup de courage. La philosophie, c'est dans le cursus scolaire une matière de grand. La philosophie, on n'en fait qu'un an. Et c'est la dernière année, c'est en terminale. Et dans cette sorte de passage de rituel qu'est le baccalauréat, on change de statut. Avant, on est élève, ensuite on devient étudiant ou travailleur professionnel, et on change de statut. C'est une composante de cette transition ? C'est une composante de cette transition parce que c'est la matière nouvelle que l'on a en terminale, et c'est une matière qui, normalement, vient nous aider à apporter du sens. Et dans la société aujourd'hui, où toutes les valeurs sont présentées comme étant égales, merci aux médias, de façon générale, y compris les réseaux sociaux, où au fond, la conversation de comptoir d'il y a 70 ans est présentée comme étant aussi valeureuse que la parole des sachants. Je ne parle pas de positionnement, mais au moins de réflexion et de données et de réalité des informations que l'on vient ensuite traiter avec des opinions qui peuvent être différentes. Eh bien, la philosophie vient essayer de redonner du sens. Et évidemment, ça peut être abrupte pour un certain nombre d'élèves qui découvrent la réflexion profonde et parfois la lecture de la philosophie. Et qui n'y sont pas habitués. Qui n'y sont pas habitués. Et en même temps, je suis d'accord avec le professeur, donner du sens est certainement l'un des objectifs que lorsque l'on a 16, 17, 18 ans, on essaye de s'approprier, et la philosophie vient aider et vient peut-être balancer le reste de l'information, le reste de la pensée toute faite. Du coup, est-ce que si je vous écoute, et vous avez très certainement raison, si ça a cette importance dans la construction de l'individu, dans son nécessaire passage à l'âge adulte, sa volonté de se construire, de dialoguer en société, est-ce que du coup, il ne faut pas faire plus de philosophie et plus tôt ? Moi, je suis d'accord. Je prends la parole pour mon association, qui c'est l'association Philia, oui, les soirées de la philo, et nous, on organise des conférences à thème philosophique à Paris, en ce moment au Théâtre Antoine. Du coup, c'est un cadre un peu différent par rapport du cadre scolaire, tout à fait. Du cadre scolaire, et qui peut-être aussi fait un peu son charme, parce que voilà, un théâtre quand même représente la parole libre, comme environnement. Puis ça permet d'entrer différemment aussi dans certaines matières. On le sait, pour certains élèves, ça peut être une porte d'entrée fantastique de découvrir autrement une matière, que soit l'histoire, que ce soit les mathématiques ou là la philosophie. Oui, tout à fait. Et en fait, nous, on se rend compte qu'on a une baisse des l'âge, en fait, dans nos publics, chez notre public. Et pour nous, c'est un peu un étonnement, en effet. Et Philia, déjà, c'était né par une demande de jeunes. Et voilà, ça continue à grandir. Donc la demande est là. Oui, la demande est là. Et ça grandit. Moi, je regarde les chiffres des enquêtes, de l'enquête PISA notamment, du niveau moyen des élèves en France. Et je me dis que comment on peut construire une dissertation, une pensée construite quand on a déjà un niveau de français qui est problématique. Alors là, vous soulevez un problème qui est extrêmement complexe. Premier volet du problème, la réputation d'abstraction attachée à l'enseignement philosophique. Ça, c'est faux. C'est pas tout à fait faux dans la mesure où il faut quand même avoir à l'esprit que nous scolarisons aujourd'hui dans les lycées une population d'élèves qui est très différente de la population des élèves de la fin des années 80. Sous l'effet de la politique, de la volonté de démocratiser l'enseignement secondaire, nous avons fait entrer au lycée des élèves qui n'y étaient pas il y a 40 ans. Donc qui ont un moins bon niveau, on peut le dire. Qui ont un moins bon niveau, qui ont un rapport à la culture générale, souvent socialement, culturellement déterminés, qui ont un rapport au texte, un rapport au livre, un rapport à l'analyse qui est différent. Et ça, ça constitue effectivement aujourd'hui, je dirais, pour les professeurs de philosophie, un nouveau défi. C'est-à-dire que l'enseignement philosophique au lycée n'est pas un enseignement scolastique, on n'enseigne pas des auteurs, on enseigne le sens du questionnement en se posant un certain nombre de questions afférentes en fait aux grandes préoccupations qui sont celles de l'humanité depuis la nuit des temps. Le deuxième volet du problème, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans la classe de philosophie pour philosopher, parce que lorsqu'on contemple un tableau, lorsqu'on regarde un coucher de soleil sur la pointe du Raz, lorsque en fait on entre dans une église, lorsque en fait on voyage, on est confronté à une réalité, à une altérité qui nous met au travail philosophique avant même d'entrer en philosophie. Et ça, les moyens, on est capable ? Attention, maintenant, la classe de philosophie, c'est la classe dans laquelle on va conceptualiser ses intuitions, on va conceptualiser ses interrogations. Pour ma part,
je suis un peu sceptique par rapport au projet déjà assez soutenu, déjà très ancien, de porter la philosophie aux niveaux inférieurs de l'enseignement, à l'école, au collège, et même dans le premier degré. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt? Non, parce que j'ai envie de vous dire une chose. La philosophie est une activité intellectuelle, c'est une activité critique, c'est une activité qui met en demeure l'individu de se mettre à distance de ses représentations, de ses coutumes, de ses valeurs. Et d'une certaine façon, s'il faut exhorter nos enfants à devenir des adultes, je crois que c'est pas rendre service ni aux adultes ni aux enfants que de prendre les enfants pour des adultes. Et moi, si vous voulez, j'aimerais qu'on laisse aux enfants leur enfance, j'aimerais qu'on les laisse, comment dire, courir. Exactement, qu'on les laisse vivre leur enfance et que peut-être, au lieu de vouloir faire des enfants des adultes, qu'on demande aux adultes de devenir réellement des adultes, ce qui ne sont pas toujours. C'est déjà un questionnement philosophique en soi, hein, on ne se refait pas évidemment. James Chiron, sur cette évolution des résultats de la France, j'aimerais qu'on regarde ce graphique qui en dit long sur notamment la pratique de la lecture, en tout cas le rapport aux Français qu'ont les élèves de notre pays, qui évidemment dégringole. Bon, ça c'est pas une surprise, c'est le classement que vous connaissez bien et l'enquête PISA qui a été révélée en 2024. Le niveau de français des élèves qui est déjà compliqué. Je parlais de l'exercice qu'est la dissertation, qui est déjà en soi compliqué, c'est vrai, et qui demande déjà un certain niveau de français, de réflexion, d'esprit critique. Mais c'est très exactement pour ces raisons-là que la philosophie est bien à sa place en terminale et peut-être pas avant. Il y a des apprentissages qui doivent se répartir au fil de la vie des enfants, puis des adolescents. Et ce que montre votre graphique, ce n'est pas qu'on ne va pas être bon en philosophie en terminale, c'est qu'on n'a pas acquis tous les savoirs fondamentaux avant la terminale. Donc le sujet est plutôt de regarder dès l'école maternelle, l'école primaire, le collège, les premières années du lycée, comment on sécurise les apprentissages pour les enfants et les adolescents dans les matières fondamentales. Et il n'y en a pas de secondaire. Je n'oppose pas les matières fondamentales avec les autres matières, mais évidemment en français, c'est-à-dire en lecture, en écriture, en compréhension écrite, orale, en expression aussi. Évidemment, les mathématiques et les sciences, il faut aller peut-être beaucoup plus loin ou opérer des rattrapages. C'est ce que, en tant que maire de Montreux en Seine-et-Marne, j'essaye de faire. On a institué dans toutes nos écoles élémentaires, dès le CE2, des classes à thème, avec évidemment les enseignants de l'éducation nationale, parce que la pédagogie, c'est eux. Mais on permet aux élèves, 2 heures durant la semaine, dès le CE2, pendant 3 ans, d'aller faire plus de sciences, par exemple. Et on a monté un joli programme avec l'école des mines, par exemple, qui est très exemplaire, qui devrait d'ailleurs inspirer les réflexions de l'éducation nationale aujourd'hui, parce que c'est comme ça, en faisant un peu plus, et puis de façon expérientielle, de façon différente peut-être des enseignements classiques, que l'on va conduire à aider les enfants à se réapproprier ce qu'est la langue, ce que sont les sciences, et à permettre, quand on arrive en terminale, d'avoir effectivement suffisamment de bagages pour, par exemple, quand on participe à un concours d'éloquence, ne pas considérer qu'un concours d'éloquence, c'est le modèle du stand-up, mais que c'est au contraire essayer de développer un argumentaire pour défendre une pensée, pour défendre une position avec des références. Et c'est très différent, et on voit qu'on a un peu de chemin à faire, pas simplement en terminale, mais sur tout le cheminement de l'école, depuis qu'on rentre à l'école, depuis l'école maternelle. Si on veut que le niveau soit consolidé pour pouvoir justement appréhender cette matière, par exemple, qu'est la philosophie. Est-ce qu'on peut repartir simplement de... À quoi sert l'école? L'école sert à transmettre des savoirs, transmettre des savoirs pour que chacun devienne... on voit que c'est déjà, on voit au quotidien que c'est déjà compliqué sur la base de l'éducation, la base des savoirs. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut se reconcentrer sur la transmission des savoirs, sur la transmission des valeurs, parce que c'est aussi là que l'on construit un citoyen et que l'on bâtit une société. D'où l'intérêt de la philosophie, par ailleurs. Et oui, là, au bon moment. Les valeurs, elles peuvent se transmettre par autre chose que la philosophie, c'est ne serait-ce que du savoir-être, et ça c'est dès tout petit, et même sans la philosophie. Et puis au-delà de la transmission des savoirs et des valeurs, évidemment à l'école, on construit aussi l'adulte de demain qui doit pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Très rapidement, Claude Obadia, une réaction. Oui, une réaction relative en fait aux résultats des enquêtes PISA, et puis aussi aux résultats de la dernière enquête TIMSS qui mesure en fait le niveau de compétence des élèves des pays de l'OCDE en mathématiques et en sciences. En fait, nous avons en France organisé la situation présente, et nous l'avons organisée parce que dans le prolongement des travaux du sociologue Pierre Bourdieu, je pense aux héritiers publiés en 64, nous avons voulu démocratiser, nous avons appliqué de la façon la plus brutale le principe démocratique à la chose scolaire.
qu'avons-nous fait en fait depuis 40 ans? Nous avons, au nom du droit de tous les enfants des milieux défavorisés d'accéder à l'enseignement supérieur, nous avons littéralement sacrifié les exigences qui sont celles du second degré. Pourquoi les avons-nous sacrifiées? Parce que nous avons estimé que la maîtrise des langages fondamentaux avantage insupportablement les élèves qui appartiennent aux milieux en fait les plus favorisés. Donc, dans la loi d'orientation, exactement, dans la loi d'orientation de 1989, il a été clairement expliqué qu'il fallait que la maîtrise des langages fondamentaux ne constitue plus un critère de sélection. Donc nous avons organisé cette situation, je pense, tout simplement en disqualifiant la sélection que nous avons accusée de reproduire tout aussi insupportablement des mécanismes de reproduction sociale. Donc la situation présente est une situation qui a été organisée et je réclame pour ma part depuis longtemps qu'on ait un jour enfin le courage de faire le bilan des politiques de démocratisation qui ont été menées en France depuis la fin des années 60. Ce bilan n'a jamais été fait. Les politiques se suivent, les alternances s'opèrent, mais les politiques éducatives se ressemblent depuis 35 ans, 40 ans en France. Et le niveau des élèves français se dégrade évidemment. Bianca Palmieri, j'aimerais qu'on évoque aussi la manière dont fonctionnent nos jeunes, notamment ces lycéens qui pour certains passent jusqu'à 8 heures par jour sur des écrans, scroll sur des réseaux sociaux multiples comme TikTok qui justement a cette logique, on parlait tout à l'heure d'une réflexion posée où on prend le temps de débattre, de poser son intention et derrière sa réflexion. Là on est sur de l'immédiateté. Est-ce que ça aussi c'est à prendre en compte quand on construit demain la politique éducative, la manière dont on doit enseigner la philosophie à ces élèves qui sont tout simplement habitués à ces contenus courts? Et moi je vous porte toujours à voir le regard qu'on peut avoir au sein de ces conférences qu'on organise. Et c'est que c'est vraiment la vocation même de l'association qui est partie avec l'idée de créer une oasis pour s'arrêter en fait, justement par rapport à faire une pause. Oui, c'est ça, justement par rapport à la vitesse et la complexité du monde contemporain vis-à-vis des écrans, toutes ces informations qui peuvent remplir l'esprit. Vraiment l'idée c'était de créer une pause, un espace, prendre un temps pour se poser les questions qui en vrai nous habitent au fond du cœur. Mais ça implique qu'il y ait une volonté de ces élèves, de ces lycéens justement de comprendre qu'ils sont dans cette immédiateté, qu'ils sont dans ce tourbillon d'informations et de contenus et qu'ils ont besoin presque pour certains, j'imagine. Il y a cette prise de conscience. Nous avons initié une expérimentation du zéro portable en cours dans les lycées en Île-de-France. Et avec Valérie Pécresse, la présidente, nous sommes allés dans un certain nombre de lycées qui s'étaient engagés dans cette expérimentation. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça se passe très bien. Et le premier jour, dans la petite boîte dans laquelle chacun dépose le téléphone, tout le monde se regarde. Le premier jour, et après, les élèves, les enseignants comprennent, réalisent extrêmement rapidement qu'au fond, on va pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons plusieurs centaines d'établissements qui nous demandent à s'inscrire. Et la proposition de la région Île-de-France, y compris au regard des questions de sécurité, qui peuvent être liées à des formes de harcèlement, etc. Nous sommes en train de proposer une généralisation à tous les établissements de la région, tous les lycées de la région Île-de-France, du zéro portable en cours. Vous y croyez? À quelle raison? Oui, mais extrêmement rapidement, parce que de façon volontaire, nous avons déjà énormément de lycées qui s'y sont inscrits et qu'au regard du partage d'expérience entre les enseignants d'un établissement à l'autre, la parole se diffuse. Et les élèves eux-mêmes le demandent, si ce n'est en cours. Nous aménageons, lorsqu'il y a des volontés, et elles sont de plus en plus nombreuses dans les établissements, des bulles de silence, c'est-à-dire des endroits où une pièce, une sorte de foyer bis, si on vient là sans parler ou sans parler fort, sans téléphone, sans ordinateur, sans tablette, et on se retrouve avec soi-même et avec ses camarades pour peut-être aller philosopher. Aller en tout cas sur des choses plus essentielles que le support. Le sujet n'étant jamais le contenu, mais l'utilisation qu'on fait du support. Nous sommes vraiment convaincus qu'il y a cette soif à laquelle il faut répondre, et c'est une soif qui va être toujours là, parce qu'en fait, ça fait partie de la structure de l'humain et de l'homme. Ça ne fait que s'intensifier aussi, cette exposition aux écrans. Oui, tout à fait, et c'est pour ça que nous gardons espoir qu'en vrai, au fur et à mesure, dans le temps, cette soif va revenir plus forte
plus fort qu'avant. Pour inverser la tendance. Pour inverser la tendance, de quelque manière. Claude Badia, j'aimerais une réaction de professeur à un phénomène, puisque beaucoup de lycéens le disent, ils ont révisé sur TikTok cette année pour le bac de philo. 17 notions cette année, des auteurs comme Aristote, Michel Foucault. Un influenceur est devenu une référence sur le sujet, il y en a beaucoup, hein. Il est connu sous le nom de Serial Thinker. Regardez ce qu'il a concocté, par exemple, sur la notion de vérité, c'était au programme du bac en filière générale. On l'écoute. Toutes les notions du bac de philo en 3 minutes. Notion 16, la vérité. Le philosophe Kant se demande comment accéder à la vérité. Suffit-il d'avoir des bons raisonnements pour accéder à la vérité? Il ne suffit pas d'avoir des bons raisonnements pour établir des vérités scientifiques. Il faut aussi faire des expériences. Lorsqu'on se met à réfléchir sur Dieu ou sur l'âme, c'est-à-dire quand on fait de la métaphysique, on réfléchit sur des objets dont il est impossible de faire une expérience. Impossible de voir Dieu, de le toucher. Donc Kant découvre que le pur raisonnement ne suffit pas. Il faut aussi faire des expériences, et c'est la raison pour laquelle la physique ou la chimie parviennent à établir des vérités. Moi j'ai une question, Claude Badia, est-ce que ça vous révolte ou est-ce que d'une manière ou d'une autre vous vous dites il vaut mieux quand même que les élèves qui sont le plus éloignés de la philo utilisent quand même TikTok pour au moins aller chercher un peu d'informations, aller questionner certains contenus, là en l'occurrence le concept de vérité? Écoutez, moi, je ne vais pas monter sur mon cheval de Jurassic Prof, parce qu'en fait, ce que dit... Non, mais tout simplement parce que ce que dit ce jeune homme, en fait, au regard du contenu de la critique de la raison pure de Kant, est exact. Voilà, Kant a limité le savoir pour faire place à la foi. Il nous a expliqué que, en fait, on ne peut connaître que ce dont on peut faire l'expérience, et que si on peut développer des théories, des doctrines métaphysiques sophistiquées et passionnantes, il ne faut pas confondre la métaphysique et la science, la métaphysique et la physique. Donc, donc, si vous voulez, ce que dit ce jeune homme n'est pas faux. Pour autant, est-ce que ce que fait ce jeune homme sur Internet et la relation du consommateur d'Internet à ce type de clip peut se substituer au travail philosophique opéré en classe sous la direction d'un maître, c'est-à-dire d'un enseignant qui maîtrise sa discipline? Ça, j'en suis pas certain du tout. D'autant que, contrairement à ce que on voudrait parfois nous faire croire, si vous voulez, une dissertation de philosophie, c'est pas un catalogue à bon marché d'auteurs. C'est pas un exposé doxographique. C'est un effort intellectuel centré sur l'analyse des enjeux d'une question, donnant lieu à une réflexion articulée, ordonnée, qui explicite les enjeux de cette question pour raviver vos souvenirs émus de terminale. Donc, ici, bon, alors, en revanche, la vérité de ce dont nous parlons, c'est que malheureusement, l'école, dans la perception des individus des sociétés démocratiques d'aujourd'hui, n'a plus le monopole du savoir. L'école, les maîtres ont perdu l'autorité, une bonne part de l'autorité dont ils étaient investis et dont nous les avons aussi dessaisis politiquement en sacrifiant la sélection, disqualifiant la sélection au mérite, etc., en condamnant le cours magistral, j'en passe, et ça a les conséquences qu'on connaît aujourd'hui dans les établissements scolaires. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu. En fait, je pense que nous avons plus que jamais besoin d'école, nous avons plus que jamais besoin d'enseignants, tout simplement parce que nous avons plus que jamais besoin de faire le départ entre une proposition vraie et une proposition probable. Le départ entre une thèse qui est avérée, qui est l'objet d'un test et d'un contrôle expérimental, ce dont se chargent précisément les physiciens, les scientifiques, et une thèse arbitraire qui s'appuie d'ailleurs sur une représentation trop souvent partagée par nos jeunes gens, selon laquelle il suffirait qu'on ne puisse pas démontrer la véracité d'une proposition pour qu'on soit en droit de la considérer comme vraie. Pardon, mais ça aurait pu faire une partie de la réponse, en tout cas, du sujet numéro 2 de dissertation. Oui. La vérité est-elle toujours convaincante? Oui, absolument. Non, mais c'est vrai. Oui. Je le dis sans plaisanter. Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. En fait, cette question-là était tout à fait intéressante. On en parlait ce matin avec les collègues et avec les inspecteurs en réunion. Donc la question était difficile, d'ailleurs. Les deux sujets de dissertation du bac général aujourd'hui... Sur le sujet de la vérité, les deux sujets de dissertation étaient de très bons sujets parce que, précisément, ils décourageaient les élèves de se contenter de réciter leurs cours. Ils les mettaient en demeure d'analyser véritablement la question du sujet. Ici, par exemple, le deuxième sujet n'était pas celui de savoir à quoi on reconnaît la vérité, mais il suffit qu'une proposition soit vraie, effectivement, pour qu'elle soit convaincante, on invitait donc les élèves, par exemple, à prendre la mesure de la force des préjugés, et prendre la mesure aussi
d'un paradoxe qui est à la fois passionnant intellectuellement, mais à certains égards terrifiant. Et ce paradoxe, c'est que les preuves parfois les plus solides se fracassent sur le roc des préjugés et des idées toutes faites. Ce qui montre bien, et c'est l'affaire du philosophe, à quel point il serait naïf de penser que la raison est toute puissante face à la déraison, toute puissante face à l'irrationnel. Si vous aviez fait ça dans votre copie de bac hier, vous aviez 20 sur 20 normalement. Premier sujet. N'est-il pas un préjugé de se dire, puisque c'est sur TikTok, alors ce sera de mauvaise qualité? Et c'est un préjugé, vous avez complètement raison, c'était pas de mauvaise qualité par ailleurs. Les philosophes de façon générale étaient des gens qui réfléchissaient et essayaient de poser une pensée, mais la partageaient aussi souvent. Tout à fait. C'était des professeurs. Et au fond, ils étaient des professeurs qui usaient des méthodes de leur temps. Et aujourd'hui, on a d'autres outils. Qui sont de notre temps. Qui sont de notre temps. Ce qu'il faut, c'est avoir l'éclairage pour savoir comment prendre l'information qui nous aide. Tout à fait. Le premier sujet parlait de la technique. Notre avenir dépend-il de la technique? Moi, j'avais envie de vous parler d'intelligence artificielle, puisqu'on sort de Vivatech. L'intelligence artificielle qui fait partie des priorités de notre gouvernement. On nous explique aussi à quel point ça va être important demain et à quel point les enfants, les élèves, les étudiants vont devoir appréhender l'intelligence artificielle, peut-être au travers de modules. Demain, on ne pourra donc plus dire à un élève qui aura rédigé avec l'aide de l'intelligence artificielle un devoir à la maison, par exemple de philosophie, qu'il a triché. Je laisse ce débat aux enseignants. L'intelligence artificielle, elle est là. Elle est déjà existante, elle est déjà dans notre société. Donc il faut effectivement que nous puissions, mais comme sur d'autres sujets, être éclairés et être des acteurs pour pouvoir utiliser intelligemment, correctement, éthiquement l'intelligence artificielle et ne pas faire l'inverse. L'intelligence artificielle, ça n'est pas que tricher, c'est aussi progresser. Nous sommes en train, avec Valérie Pécresse, de construire un campus de l'intelligence artificielle ici à Paris, avec la Sorbonne, avec le lycée Paul Valéry dans le 12e arrondissement, pour justement pouvoir permettre de former celles et ceux qui veulent réfléchir et être les premiers des pro-acteurs en matière d'intelligence artificielle. Mais nous sommes tous concernés. Et nous utilisons d'ores et déjà l'intelligence artificielle pour accompagner les élèves à bien apprendre et à valider lorsqu'ils sont à la maison dans le cadre de la lecture et l'apprentissage dans leurs manuels et des cours de leurs enseignants, avec des manuels granulaires, une plateforme qui s'appelle Pearl Trees, et avec des exercices qui viennent permettre de valider l'acquisition et donc de passer à la suite ou de regarder qu'il y a des faiblesses. Et l'intelligence artificielle ramène l'élève sur des compléments d'exercice, des compléments d'apprentissage pour bien valider les acquis. Ce sont des petits plus qui ne remplaceront jamais évidemment, ne remplaceront jamais l'enseignant. Et il faut qu'on travaille beaucoup sur le recrutement, sur la valorisation des enseignants, sur les savoirs qui sont détenus et transmis par les enseignants, parce que là aussi, il y a des grandes inégalités chez les enseignants et du coup dans les territoires où ils sont affectés. Mais l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est un outil qu'on peut bien ou mal utiliser. Notre responsabilité, notamment ceux des politiques, c'est de bien l'utiliser. Sur les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, parce que notamment nous, je peux témoigner qu'on a fait une expérience. On a essayé de mettre des extraits des conférences sur Instagram et sur TikTok aussi. Mais pour aller, en fait, comme les gens sont là, et on sait qu'ils passent peut-être parfois 8 heures par jour à scroller, on est allé les chercher justement là, mais pour les ramener. Voilà. Avec nous, l'idée, c'était vraiment de faire des références à des grands auteurs, des grandes citations pour les prendre, aller les chercher. Donc aller chercher le public là, l'embarquer avec le contenu et derrière espérer qu'il y ait un retour en moment finalement. On va vraiment dans les commentaires, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui nous demandent les références pour aller plus loin. Et aussi des informations après pour venir aux conférences où en vrai, il y a par rapport, je pensais à l'intelligence artificielle, une vraie expérience vivante. Parce que si je pense au théâtre, je pense vraiment à une expérience vivante et qui c'est un peu, peut-être, je ne vais pas exagérer, mais vraiment à l'opposé de l'intelligence artificielle. Et je me dis que la philosophie, en vrai, peut être vraiment apprise au moment où on en fait une expérience. Du coup, l'intelligence artificielle pourrait être à côté. Mais comme un outil expérientiel, justement, de ces concepts. Mais ça n'arrive pas vraiment à incarner les concepts qu'on apprend dans la vie, parce que la philosophie, c'est un peu l'art pour apprendre, c'est une méthode pour apprendre à vivre. C'est vraiment la pensée qui accompagne la vie pour rejoindre le bonheur. Je trouve que sans ça, sans la partie vraiment incarnée, ça servira, l'intelligence artificielle, ça servira pas beaucoup. Voilà. Un dernier mot, ça sera le mot de la fin très rapidement. Est-ce que pour vous, on doit adapter notre manière d'enseigner la philosophie ? Au vu de tout ce qu'on a dit, on a parlé de cette génération, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé des enjeux, évidemment, de l'école. Vous avez parlé de l'autorité.
Écoutez, moi je crois pas qu'on doive adapter en fait l'enseignement de la philosophie au nouveau public, ni que les nouveaux publics en fait doivent s'adapter à la philosophie. Moi je pense que la vérité, elle est aussi simple et claire à énoncer. Il faut juste s'efforcer de philosopher authentiquement avec ses élèves, donner l'exemple et leur donner les moyens, c'est-à-dire inventer des exercices qui leur permettent progressivement d'acquérir les techniques, les réflexes qui sont ceux de la réflexion. Donc je crois qu'il faut renouer avec la philosophie telle que les Grecs l'ont inventée. Et je dirais que le paradoxe, c'est que pour faire vivre la philosophie demain à l'école, il faut se souvenir que quand les Grecs ont inventé la philosophie, ils n'ont pas inventé une discipline scolaire. Lorsque ils ont inventé la philosophie, ils ont inventé, dans le prolongement de la crise ouverte par la guerre du Péloponnèse, la faillite de la démocratie athénienne, en fait, ils ont inventé des manières de vivre pour apprendre. C'est ça la solution miracle. Hein. Mais c'est ça la philosophie en classe aussi. C'est expliquer aux élèves et leur donner l'exemple et les inviter à réfléchir et à se questionner, et tout simplement parce que la philosophie n'est rien d'autre qu'un effort qu'on peut faire pour penser contre soi, et surtout pour essayer de transformer son rapport au monde. Et c'est ça, authentiquement, la philosophie. Pour faire société, et si on revient à cette idée essentielle, historique de la philosophie, je pense qu'il y a beaucoup de débats qui apparaîtront aussi vains qu'inutiles. Merci beaucoup pour ce très joli mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour évoquer ce sujet ô combien important. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. De la philosophie à la science, puisque c'est un musée d'un nouveau genre, un parc d'attractions scientifiques créé pour nous étonner, un parcours immersif pour nous permettre aussi de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Elles sont nombreuses, les enfants oui, mais les grands aussi, sur la science et ses réalités, au programme des découvertes, de l'apprentissage et surtout de l'émerveillement, puisque c'est comme ça aussi qu'on a envie d'apprendre. On va en parler avec Grégory Houel, vous êtes le cofondateur de Science Expérience. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Victoire, merci beaucoup. C'est quoi les questions que se posent le plus les enfants? C'est les questions qui reviennent le plus? Alors nous, on a envie qu'ils s'en posent tout le long du parcours. D'accord. Tout le long du parcours, que ce soit sur... des questions, vous vous dites... C'est quoi mon poids sur Jupiter? Là, on leur dit, montez sur une balance, vous allez le savoir. Okay. Connaître son poids, connaître le nombre d'étoiles dans l'univers. Et ça, on leur explique juste qu'il y en a plus que de nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Beaucoup ce qui se passe au-dessus de nous. Beaucoup ce qui se passe au-dessus de nous, beaucoup ce qui se passe en dessous de nous. En dessous de nous. Beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc tout ce qui est un peu mystérieux, en fait. Tout ce qui est un peu mystérieux. D'ailleurs, tout ce qui est un peu mystérieux, ça tombe bien, on le retrouve à Science Expérience. Parce que Science Expérience, c'est ça. C'est un lieu où on s'amuse et où on apprend, mais où on va vraiment s'amuser de manière un peu... décalé. On va apprendre, parce que c'est quand même le principe. Mais on va le faire en s'amusant et en découvrant des choses de manière différente. Est-ce que vous rejoignez ceux qui pensent qu'on apprend quand même plus facilement quand quelque chose nous est transmis de la bonne manière? Et de la bonne manière, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde évidemment, mais qui nous est montré, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut appréhender. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument. Nous, la genèse même, c'est ça. Hein, c'est expérimenter. C'est par l'expérience qu'on accède à la connaissance. Hein, c'est un peu le dicton d'Einstein. Ça a été la genèse même de Science Expérience. Et le principe, c'est vraiment ça. C'est on doit vivre, on doit ressentir, ça doit nous provoquer des choses pour qu'on puisse être perméable à la connaissance et retenir même certains faits. Et puis surtout, qu'on ait envie de creuser. Parce que nous, la mission qu'on se donne, c'est clairement un lieu de transmission, mais nous, les salles, ça dure entre 5 et 7 minutes. Donc ce qu'on veut... Il y a 7 salles, c'est ça ? Oui, alors on commence par l'espace, on enchaîne avec les abysses, on fait un voyage au centre de la Terre, on va enchaîner avec le cerveau. On enchaîne avec la nature, une partie aussi sur l'Everest, et ensuite on va avoir une salle de travaux pratiques. La salle de travaux pratiques qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était plus jeune. C'est génial tous ces univers parce qu'on imagine comment un enfant, mais aussi un adulte, et j'y reviendrai, c'est important, peut aller piocher justement dans ses savoirs, dans ses connaissances et peut derrière se faire son parcours de visite avec son dialogue avec la science. On a beaucoup parlé des enfants, c'est vrai qu'il y a aussi le public adulte qui est très friand évidemment de ces sujets. C'est vraiment tous les publics. C'est un peu un remède anti-complotiste aussi. Ouais, alors Anti-fake news, non mais on plaisante. Mais c'est vrai, la science est sans cesse remise en question.
Absolument. La science, déjà, c'est le fait de donner des données qui sont avérées ou pas, d'ailleurs des concepts qui permettent de discuter. Mais c'est vrai qu'à l'heure on parlait des réseaux sociaux, là j'entendais TikTok juste avant, à l'heure de TikTok, il y a quand même beaucoup d'informations qui vont être fausses. Est-ce qu'on a marché sur la Lune ou pas? Nous, on essaye de donner des idées comme ça, enfin des éléments de réponse qui sont assez probants. Et de recadrer un petit peu. Et c'est vrai que déjà nous, on aborde des sujets qu'on connaît peu, parce qu'on va aller dans les confins de l'univers, mais en réalité, on a pu aller sur la Lune. En 2035, on prévoit d'aller sur Mars. Tout à fait. Mais en réalité, c'est quoi? On n'est même pas sur 1% de l'univers observable. Donc en fait, on ne connaît absolument rien de ce qui se passe au-dessus de notre tête. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est génial parce que ça suscite une tonne de questions. Et de curiosité. Et derrière. De curiosité auxquelles on n'aura pas forcément la réponse. D'ailleurs. Et on va dire, mais allez chercher, allez creuser par vous-même. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire naître aussi des esprits critiques. C'est en essayant d'aller chercher des informations et d'être un peu dans la contradiction aussi. Et donc ça, c'est alors justement, pour permettre cette interaction et cette contradiction qui est nécessaire quand on cherche à apprendre et à progresser, vous avez évidemment une partie technique, technologique qui est très importante, qui est intégrée au musée, qui permet cette dimension immersive, mais vous laissez aussi une grande place à l'humain, avec des scientifiques qui sont présents tout au long du parcours pour assurer la médiation, tout simplement. Et ils sont là pour vulgariser les concepts, pour intervenir, pour poser, répondre aux questions. Exactement. Déjà, il y a deux types d'équipes. Il y a une équipe d'animation, où l'équipe d'animation, ça va être en charge notamment de l'accueil, ça va être des quiz, ça va être des choses comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on transmet de l'amour. On est là pour faire en sorte que les gens se sentent bien chez nous. Et on va avoir effectivement des médiateurs avec un profil médecine, biologie, physique ou chimie, qui vont pouvoir justement répondre à tout type de questions, des petits bouts de 5-6 ans jusqu'à des personnes plus ou moins experts. Et on a parfois, nous, des experts, des chercheurs très spécialisés qui viennent aussi, qui posent des questions parfois très complexes. On leur dit, prenez le micro, je pense que c'est mieux. Et voilà, ou des grands-parents, on a vraiment tout type de public. C'est vrai que qu'on soit enfant, adulte, et après, il y aura des logiques un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui viennent, donc soit les parents avec les enfants ou les grands-parents avec les petits-enfants. Et puis on va avoir des team building aussi, où là on vient en groupe de 15, plutôt en mode collègue, et on vient se défier et s'amuser un peu autrement. Oui, parce que le but évidemment c'est de réaliser un certain nombre d'expériences, de participer à des ateliers, en tout cas d'être dans cette logique qui est interactive, qui est immersive aussi. Vous proposez un parcours sensoriel. Ça veut dire quoi? Parcours sensoriel. Ça veut dire qu'on fait appel au sens, justement. Ça veut dire que Science Expérience, c'est une parenthèse de vie, ça dure en moyenne 1h30. Il n'y a pas de lumière du jour qui rentre. On va retrouver des odeurs spécifiques, on va retrouver des décors spécifiques, et ensuite on va plonger dans différents univers. Donc là, l'idée, c'est d'être en immersion dans ces univers et de pouvoir être intégré dans ces écosystèmes. Et on refait les salles assez régulièrement. Là, on est en train de refaire toutes les salles justement dans Paris, la salle des abysses. On restera dans une thématique des abysses, mais on va plonger complètement différemment dans les abysses. Et il y aura aussi un médiateur sur une scène qui va pouvoir mener des expériences en lien avec la pression. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos poumons quand on s'enfonce, voilà, exactement. Et quel type d'espèces on va retrouver dans le fond des océans. Alors justement, quand on pense à ces extrêmes, vous avez parlé d'odyssée spatiale tout à l'heure, on a parlé des abysses, je crois que vous parlez aussi des hautes altitudes, de l'Everest notamment, de comment le corps réagit. Comment est-ce que vous avez défini et choisi ces thématiques? Parce qu'on aurait pu en choisir d'autres aussi finalement. Alors nous, ce qui nous importe, c'est quel type de message on souhaite faire passer et quel type d'émotion on arrive et de sensations on arrive à faire véhiculer à travers justement la connaissance. Et c'est vrai que dans la partie Everest, on va faire on va faire ce que font les alpinistes avant d'ailleurs de faire l'Everest, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un test pulmonaire. Chaque personne, chaque visiteur pourra faire un test. Pour voir si on est plus ou moins en capacité. Exactement. C'est génial. Exactement. Par exemple, voilà. Et à chaque fois, c'est parce qu'on le fait qu'on se dit, mais alors concrètement, et d'ailleurs quand on parle d'altitude, on parle de pression, on explique qu'on peut faire bouillir de l'eau à 80 degrés en haut, par exemple de l'Everest, versus qu'ils vont mettre plus de temps pour cuire nos pâtes, mais qu'on peut faire cuire de l'eau beaucoup plus, et on peut même faire cuire de l'eau. Quand on retire complètement la pression, c'est ce qu'on pourrait faire dans les abysses, on fait bouillir de l'eau avec de l'eau froide.
C'est génial. Ce type d'expérience. D'accord, donc c'est des expériences qui sont très concrètes, qui permettent au public vraiment d'absorber des concepts aussi et des connaissances. Exactement. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, il y a aussi la question du rapport au corps et du rapport à soi. On est quand même assez, c'est vrai, centré sur notre manière de vivre, sur notre manière d'évoluer au sein de cette société, sur notre corps. Et finalement, on se rend compte à chaque fois que vous allez questionner, vous parliez tout à l'heure de mon poids sur Jupiter, de comment je vais réussir à respirer en altitude. Finalement, c'est des choses qui nous concerne. C'est comme ça que vous embarquez aussi le public. Exactement, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi réaliser les expériences. Mais c'est vrai que quand on prend un petit bout et qu'on le met sur Jupiter et qu'il fait 250 kilos, on se dit waouh. Et c'est comme ça une fois qu'on a pris l'attention, et ben là, on va pouvoir lui expliquer pourquoi et comment. Savoir comment les scientifiques vivent dans l'ISS, par exemple. Par exemple, aussi. On va prendre les yeux de Thomas Pesquet, on va voir la Terre comme si on était à bord de l'ISS, et on va donner ensuite des informations sur l'ISS, le fait que on fasse 90 minutes pour faire le tour complet de la Terre, la vitesse des 27 000 km/h, etc., etc. Et là, tout de suite, toutes les informations qu'on va pouvoir donner, on va pouvoir les absorber beaucoup plus facilement. Et c'est tout le principe de Science Expérience. Et puis on fait des trucs qui sont sympas, qu'on mange des insectes. Ça c'est très Koh-Lanta. Ouais, ça c'est très Koh-Lanta, exactement. Non, mais c'est l'alimentation de demain. En tout cas, elle nous est présentée comme l'alimentation de demain. Et demain, c'est le sens de l'histoire finalement. Vous nous parlez aussi des algues. Exactement. Là, on est plutôt du côté des abysses. Exactement. Avec par exemple la spiruline. Oui, exactement. Et on nous explique comment ça aussi, ça va agir avec nous, avec notre corps humain, avec notre alimentation. Ça fait partie des super aliments, mais c'est vrai que les insectes, par exemple, quand on parle de l'effet pare-brise, ça c'est plutôt il y a quelques années. Je sais pas ce que c'est l'effet pare-brise. L'effet pare-brise, quand on prenait la voiture dans les années 60, 70, 80 même, généralement, et qu'on allait dans la campagne, et le pare-brise, il était moucheté d'insectes, de petits insectes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé l'effet pare-brise, c'est qu'aujourd'hui, quand on traverse la campagne, globalement, il n'y a plus beaucoup de moucherons qui viennent se coller sur le pare-brise. Où sont passés les moucherons ? Et donc les notions d'insecticides, de fongicides qu'on utilise, qui diminuent drastiquement les insectes, qui derrière sont la base d'alimentation des oiseaux, etc., etc. Donc tout ça fait que, voilà, on explique et puis on les fait goûter, nous. Ça c'est génial pour les petits. Bah oui. J'imagine que même pour les grands, ça marche. Ouais. Et on a mais c'est bon, ça ressemble à des chips. Et en vrai, ça a un goût de graines de tournesol. Franchement. Pour en avoir déjà testé, c'est pas si mal. Bah oui. C'est pas si mal. C'est même plutôt pas mal. Sur le cerveau et les mystères de l'esprit humain, moi j'aime bien la conception parce que vous avez presque une manière de le voir qui est artistique. Oui, comment absolument. avec notre cerveau, avec les ondes cérébrales qui composent notre cerveau, on arrive à créer une œuvre d'art dégénérée. Là, c'est encore une fois l'occasion de faire un parallèle avec l'histoire de l'art. C'est hyper intéressant finalement d'aller aussi questionner ces concepts-là. Exactement. Et puis ça surprend beaucoup parce que déjà, comment ça se passe cette expérience-là ? On assoit les visiteurs, on leur met un électroencéphalogramme, donc on leur dit regardez les petits capteurs. Hop, mettez-le sur votre front. Et puis là, on leur explique que déjà, on essaye de faire deux expériences. Une normale, sans rien dire, et une autre en les faisant respirer un peu, en faisant un peu de méditation. Donc en stimulant le corps ? Exactement. Et là, on voit les deux impacts. On voit si on est un peu stressé, par exemple, ou au contraire, si on a respiré, si on a pensé à quelque chose d'hyper agréable. Et pendant 2 minutes, on regarde les zones cérébrales qui ont été activées et on le transmet en œuvre d'art. C'est génial. Et chaque œuvre d'art est unique, en plus, et le visiteur peut repartir avec. Avec son œuvre d'art. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, tout à fait. Et juste à côté, on a un lit de fakir. Oui, là, on peut tester sa résistance sur un lit de clous. Exactement. Ça me terrorise. On s'allonge sur un lit de clous. Et en fait, ça c'est pareil, ça fait très peur. Donc potentiellement, ça fait mal. Ou bien au contraire, c'est quand même utilisé aussi pour la méditation. Se détendre. Ouais. Donc on peut avoir les deux. Ça fait mal ou on se détend ? Moi, je suis plutôt dans la catégorie ça fait mal. D'accord. C'est parce que vous êtes un grand stressé ? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je suis pas super fan. Mais quand je vois des gens à moitié sourire, je me dis waouh, ils ont tout compris. Il y en a qui ont réussi à se détendre. Bah ouais, sur un lit de clous. Quel est le public que vous visez ? Bah franchement, on a tous les publics, à partir de 5 ans idéalement, jusqu'à 90 ans, et que ce soit des familles, des scolaires ou des 120 ans, que ce soit des familles, des scolaires, des entreprises. Vraiment, je pense que tout le monde y trouve son compte. Pour venir piquer sa curiosité et apprendre plein de choses. Exactement. En plus, là, l'endroit fait peau neuve, donc c'est vraiment, tout est magnifique. C'est l'occasion de venir découvrir les nouvelles salles. Exactement, absolument. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Science Expérience sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt et on passe tout de suite à la conso.
Aujourd'hui, en conso, on vous parle du scandale des eaux minérales, une affaire qui éclabousse le géant Nestlé et l'Élysée, des pratiques frauduleuses avec des conséquences directes pour le consommateur. Au-delà du scandale financier, c'est notre santé aussi qui est concernée. On va en parler avec Jean-Baptiste Giraud. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction d'Économie Matin. On va remonter un petit peu le fil de l'histoire puisque tout commence en 2024. Radio France et Le Monde révèlent l'utilisation par plusieurs entreprises de traitements interdits de leurs eaux de sources et minérales naturelles. Quels étaient les traitements en question et pourquoi est-ce qu'ils posaient problème? Alors d'abord, je vous ai entendu dire en début de cette chronique, ça concerne notre santé. Oui, ça concerne notre santé, mais alors la bonne nouvelle, c'est que là, pour le coup, il n'y avait absolument aucun risque pour la santé. D'accord. C'est quand même important. Pas de risque sanitaire. Et oui, c'est-à-dire que les consommateurs qui ont consommé les eaux, alors on parle de Vittel, Épar, Contrex, Perrier, ils risquaient rien parce que ce qu'ils ont bu peut-être pendant une certaine période, c'était une eau trop parfaite. Et quand je dis trop parfaite, c'est une eau qui était trop filtrée, mais résultat des courses, une eau trop filtrée, quand c'est une eau minérale naturelle, ça se transforme en eau de source. Ça se transforme pas en eau du robinet, mais ça se transforme en une eau qui a perdu une partie de ses capacités. Donc ça dénature finalement le flagage de l'eau, de ce qu'elle est, ce qu'on est censé voir. Flag, oui, je vois le truc. Oui, en fait, eau minérale, même à une époque, vous savez, il y avait les cures thermales, donc vous faisiez boire certaines eaux pour certaines vertus, et ça existe encore d'ailleurs. Alors ça marche plus très bien les cures thermales. Mais si on passe une eau minérale naturelle au travers de filtres, alors on va donner les chiffres. Là, c'est des filtres ultraviolets, du charbon actif. Ouais, des filtres aussi, des filtres 0,8 microns qui étaient autorisés par la réglementation, et certains industriels de l'eau ont mis des filtres 0,2, donc vous voyez 4 fois plus petit. Alors le micron c'est tout petit, hein. Le micron c'est microscopique, mais faisons simple. Quand vous avez un filtre à 0,8, il va attraper certaines choses, il va en laisser passer d'autres. 0,2, il n'y a plus rien qui passe, et donc certains minéraux qui sont plus gros que 0,2 microns, ils restent bloqués dans le filtre, et donc non, vous n'avez pas de fer, non, vous n'avez pas le soufre, non, vous n'avez pas telle ou telle chose, donc parce que vous êtes attrapé. Pas de risque pour la santé. Il n'y a pas de risque pour la santé, mais au résultat, votre Perrier rondelle en terrasse, vous avez eu de l'eau gazeuse avec du citron, mais donc il y a tromperie sur la marchandise. C'est un peu ça le sujet. Et ce que vous avez dit en préambule, le problème, c'est que les consommateurs, ils ont continué à acheter des eaux qui ne sont pas gratuites. Soyons clairs, puisqu'on a donné certains noms de marques. L'eau la plus consommée en France, l'eau en bouteille la plus consommée en France, je crois, c'est la cristalline. D'accord. Vous savez, cristalline, c'est la bouteille en plastique très très fin, et c'est de l'eau de source. Et c'est l'eau qu'on donne, par exemple, au pèlerinage de Chartres, qu'on donne dans les manifestations, qu'on vend pas cher. C'est l'eau la moins chère. Mais c'est de l'eau de source qui, elle, est filtrée. C'est le contrat, c'est ce qu'on lui demande. Si vous achetez de la Perrier, de l'Épar, de la Vittel et les autres, beaucoup plus cher, parce que prétendument minérales naturelles, et qu'en fait elles sont équivalentes à... C'est des pratiques commerciales abusives. Voilà. Et c'est ça le cœur du sujet. Le deuxième cœur du sujet, c'est que... C'est que l'État savait ? L'État savait. Alors je vous ai entendu dire l'Élysée, oui, effectivement, ça a dû remonter très très haut. En tout cas, les pouvoirs publics. Ouais, j'en étais resté au préfet local qui avait fermé les yeux, et puis, il y a aussi la promesse de... Un grand groupe comme Nestlé, quand même, quand il y a une enquête qui est menée comme ça, on imagine derrière que c'est des dossiers qui sont très suivis. Ouais, 11 000 emplois directs, avec Danone, c'est 80% du marché des eaux minérales. On parle de 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On parle derrière de TVA, on parle d'emploi, on parle d'implantation sur des territoires où ils représentent 50% des emplois des communes environnantes. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire à quelqu'un qui fait trop bien, parce que ce qu'on le reproche, c'est de trop bien filtrer l'eau. Et ouais, alors c'est vrai que le rapport du Sénat, parce que tout ça derrière, il y a un rapport du Sénat, le rapport du Sénat dit comment se fait-il qu'on n'ait pas interdit ces produits à la vente ? Dissimulation par l'État. Ça veut dire quoi, dissimulation par l'État ? C'est vrai que c'est l'État qui est garant de l'appellation. Clairement, quand vous autorisez quelqu'un à vendre de l'eau minérale naturelle, une question de mise sur le marché, et que c'est pas de l'eau minérale naturelle qui est dedans, on a le droit de dire moi, j'ai payé ma bouteille, hier j'étais au Bourget, la petite canette à 3,50 €. C'est vrai que 33 centilitres à 3,50 €, ça fait cher. Vous payez le prix, mais c'est parce que c'est au Bourget. Mais si en plus, dedans, il n'y a pas l'eau qui est promise, là, il y a un problème.
Alors, il y a un scandale financier côté Nestlé, estimé à 500 millions d'euros. On parle de ce scandale à côté, scandale plutôt politique, qui concerne nos pouvoirs publics et leur capacité à nous protéger de ce qui est effectivement mis sur le marché. Est-ce que vous comprenez ces consommateurs qui demandent réparation? Alors, le problème, c'est que autant vous avez suivi peut-être l'histoire de Siri avec Apple, parce que Siri écoutait les conversations et certaines conversations étaient traitées par des êtres humains pour améliorer le système de reconnaissance vocale. Et donc, Apple a dit oui, mais c'était anonymisé, il n'y avait pas de risque. Mais au final, chaque propriétaire d'un iPhone de telle année à telle année, je crois que c'est de 2014 à 2021, mais les dates ne sont pas exactes et les gens d'Apple m'en voudront pas, mais en tout cas pendant un certain nombre d'années, si vous pouvez apporter la preuve que vous étiez propriétaire d'un iPhone, ce qui est relativement simple, parce que la facture d'un téléphone mobile, on l'a dans ses archives normalement, bah vous pouvez demander à participer à une class action, une action collective, oui, tout à fait. et vous pouvez être remboursé de quelques dizaines d'euros. Mais là, vous voyez sortir de, je sais pas, vous avez votre sac à main, un ticket, vous avez une bouteille, les bouteilles départ et de Vittel sur 5 ans. Non, là, si, remarquez à la limite ceux qui font leurs courses en ligne. Alors comment dédommager les consommateurs qui pensaient acheter de l'eau minérale et se sont retrouvés avec de l'eau? Ouais, c'est tout le sujet. Si, on peut, bien sûr. Si encore une fois vous faites vos courses et que vous faites livrer à domicile et que vous avez tous vos tickets électroniques et que soigneusement, oui, quel enfer, et que vous entourez, vous imprimez tout et que vous entourez, tiens, regardez, là j'ai acheté de la Vittel, tiens, là j'ai acheté de l'Épar, tiens, je dis toutes les marques pour pas en pointer une, tiens, là j'ai acheté de la Contrex, là j'ai acheté de la Perrier, que vous prenez, moi je vois mes notes de frais, alors je prends pas souvent du Perrier Rondelle, mais quand j'invite quelqu'un à prendre un pot en note de frais qui a marqué Perrier, donc je pourrais être surligné. Et donc là, je file tout ça à un avocat. Ça pose quand même une question, même si alors tous les consommateurs évidemment ne vont pas aller si loin. En tout cas, c'est pas la règle pour le commun des mortels. En fait, ça nous renvoie à un autre scandale qui est celui ça nous renvoie à un autre scandale qui était celui des lasagnes à la viande de cheval. Vous vous souvenez, ça fait hurler la France entière. Ah, comment on nous a vendu des lasagnes dans lesquelles il y avait un peu de viande de cheval. Mais en fait, il n'y avait strictement aucun risque pour la santé. C'est finalement des protéines. On vous a vendu du bœuf et on vous a mis un petit peu de viande dans le cheval. Avec la sauce et tout ce qu'il y a autour, vos lasagnes n'étaient pas si mauvaises que ça. Donc le vrai problème, c'est que est-ce que lorsqu'on vend un produit qu'on filtre plus que ce qu'il est prévu, on doit vous taper sur les doigts parce que c'est pas exactement la promesse? Je veux dire, le nombre de trucs qui ne sont pas ouais, en fait, je veux dire, le nombre de trucs qui ne sont pas à la hauteur de la promesse qui est faite. Le simple fait d'aller au restaurant et des œufs mayonnaise à 5 tables différentes et 5 œufs mayonnaise différents et des mayonnaises différentes, il y a un moment où j'ai envie de vous dire, il faut s'arrêter et il faut raison garder. Mais oui, c'est vrai que filtrer à 0,2 ou mettre du charbon actif ou passer de l'eau dans des UV pour éliminer les virus, les micro-organismes ou autres, c'est pas bien. Mais j'ai envie de dire, moi je donnerais l'absolution à Nestlé, à Danone d'avoir voulu trop bien faire. C'est pas ce qu'a choisi UFC Que Choisir qui a décidé de saisir la justice avec un référé d'heure à heure. Alors ça, c'est une procédure accélérée finalement pour obtenir réparation plus rapidement. C'est assez commun. Ces affaires finalement où il y a des pratiques commerciales qui sont non conformes. Mais oui, voilà. En fait, là, on choisit un exemple. On choisit d'attaquer un géant de l'agroalimentaire qui pèse effectivement plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nestlé, c'est suisse. Donc en plus, on pointe du doigt les riches suisses qui s'enrichissent sur le dos des consommateurs français et européens. Donc ça fait un gentil méchant à montrer du doigt. Mais en fait, je vais vous dire, tout ce qu'on consomme au quotidien, probablement faut être pragmatique, parce que si je bascule sur un autre sujet, quand vous savez que la réglementation vous autorise à avoir des débris d'insectes dans la farine, et que c'est parfaitement autorisé, que c'est prévu dans la réglementation, bah oui, quand vous faites un gâteau... Pardon, mais entre les lasagnes au cheval et la farine aux insectes, vous nous envoyez pas vraiment du rêve ce soir. L'eau que vous avez bu pendant 4 ans était trop bien filtrée, elle était plus pure que pure. Ça me délecte. Et d'autre part, on a les lobbies quand même qui ont été très puissants, on imagine, pour que les pouvoirs publics n'agissent pas, ferment les yeux, se disent c'est pas si grave que ça. En fait, je vais vous dire, là, je sors du chroniqueur conso, mais je préfère que les pouvoirs publics attrapent ceux qui mettent sur le marché des produits qui présentent vraiment un risque pour la santé. Bien sûr. Vous voyez, quand vous avez des micro-particules de plastique ou de métal dans une eau minérale. Ça, c'est le scandale des PFA, par exemple, non, ça c'est encore autre chose, le scandale des PFA, les PFAS, oui. Ça c'est encore autre chose. Et derrière, le dessous des cartes, vous voulez que je vous parle des PFAS? Allons-y, parlons des PFAS. Non, on fera une émission. On fera une émission, si vous voulez. Mais enfin, c'est pas
pas ce que l'on croit, les PFAS, c'est pas ce que l'on croit. Il y a des gens qui ont intérêt à faire du mal à des industriels français et à dire que ces industriels... Pardon, mais c'est hyper compliqué pour ceux qui nous écoutent. Heureusement que vous avez des journalistes spécialistes à votre service. Exactement, heureusement que vous êtes là. Non, vous voyez, vraiment, le sujet, c'est il vaut mieux qu'on attrape ceux qui mettent sur le marché des produits qui présentent un vrai risque pour la santé, qui peuvent vous faire du tort sur la durée ou vous rendre malade ponctuellement. Là, donc on ne s'inquiète pas demain au supermarché de l'eau qu'on achète, ça n'a pas de sens. En fait, en gros, c'est le sujet de est-ce que c'est raisonnable de mettre encore des sommes folles dans des eaux minérales qui peut-être ne rendent pas les services qu'on attend d'elles. Voilà, c'est le vrai sujet. C'est un très bon mot de la fin. Mais on ne s'inquiète pas quand on va acheter son eau. Vous ne vous inquiétez absolument pas, elles sont trop pures, elles sont trop saines. Voilà. Elles sont trop bien, trop bien filtrées. Trop bien filtrées. Trop bien filtrées. Merci beaucoup Jean-Baptiste Giraud de nous avoir rassurés donc, sur ce sujet du scandale des eaux. Mais vous avez payé un peu trop cher votre eau. Et on a payé trop cher notre eau, c'est ce qu'on retient. Merci beaucoup, on vous retrouve très bientôt dans la chronique Conso. Et moi je vous dis à demain, toujours sur le Figaro TV à 19h. Excellente soirée. Hey!